Quand on y pense, c'est assez fou, non? Il y a quoi, une dizaine d'années? Une soirée jeu, c'était le Monopoly qui n'en finissait pas. Ah oui, ou le Scrabble. Aujourd'hui, on va chez des amis, leurs étagères débordent de boîtes colorées. C'est plus le même monde. Carrément. Et le Festival des Jeux de Cannes, c'est devenu un événement majeur, des foules records. Il s'est vraiment passé quelque chose. Et c'est un peu le point de départ de notre article, en fait. Comprendre ce basculement. Oui, pourquoi ce besoin de se retrouver autour d'une table, de manipuler du carton à l'heure du tout numérique? C'est la grande question. Alors pour y voir plus clair, on a décidé de décortiquer le phénomène. On a commencé par les chiffres, parce qu'ils sont... ils sont parlants. Très parlant. Le Festival de Cannes, par exemple, on a noté 110 000 entrées prévues pour 2025. C'est énorme. Et le marché français, lui, il frôle les 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des chiffres solides. Mais le plus intéressant, et un peu contre-intuitif, c'est ce qu'on a trouvé sur le numérique. Ah oui, le paradoxe Board Game Arena. Exactement. On aurait pu croire que BGA, avec ses 10 millions de comptes, allait tuer le jeu physique. Et en fait, pas du tout. On a l'impression que ça alimente la passion. C'est ça. Dans notre analyse, on voit BGA comme une sorte d'essai routier. Un essai routier, ouais. Oui, ça lève la plus grosse barrière à l'achat. La peur d'un jeu trop compliqué ou qui ne plaît pas. On teste en ligne, gratuitement, on apprend les règles. Et si ça plaît, on a envie de l'objet. Voilà. Le numérique crée le désir pour l'expérience physique, pour le contact humain qu'un écran ne remplace pas. D'accord, donc le numérique comme porte d'entrée. Mais une fois qu'on est à table, que se passe-t-il vraiment? C'est là qu'on arrive au cœur de notre réflexion. Oui, à cette idée centrale que le jeu de société est devenu notre nouveau laboratoire social. Un laboratoire social. J'aime beaucoup l'image. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la boîte de jeu offre un cadre sécurisé pour expérimenter. On a identifié 3 fonctions principales. D'accord. La première, c'est apprendre les normes. Tester les limites morales, en fait. Ah, comme mentir effrontément dans aux résistances. C'est l'exemple parfait. Ou trahir un allié dans Catan pour gagner. Dans la vraie vie, ce serait problématique. Un peu, oui. Là, le jeu donne la permission. On apprend à bluffer, à déceler le mensonge, sans aucune conséquence réelle. C'est une compétence sociale, au fond. C'est juste. Et la deuxième fonction? C'est... organiser le chaos. Le chaos de nos vies. Oui, le jeu s'intègre parfaitement à nos quotidiens fragmentés. On peut jouer en mangeant, en jetant un œil à son téléphone entre 2 tours, ça s'adapte à nous. Pas besoin de bloquer 3 heures sans interruption. Exactement. Et enfin, la troisième fonction, c'est l'expérimentation de l'interdit. Le plaisir d'être un peu odieux, mais en toute légalité. C'est ça? Réserver une carte dans Splendor juste pour embêter quelqu'un. Ah, ça c'est un grand classique. C'est une petite catharsis en fait. On peut jouer un rôle antisocial pour de vrai et c'est très libérateur. Et ce qui est fou, c'est que les acteurs de ce théâtre, ce ne sont plus tellement les enfants. Non, plus du tout. Ce sont les adultes, les fameux qui-dultes. Tiens, un point qu'on souligne bien dans l'article, ils génèrent presque la moitié du chiffre d'affaires. C'est énorme. Détox social en quelque sorte. Une détox, oui, c'est le mot. Dans un monde hyper connecté, s'asseoir à une table, se regarder, c'est devenu un acte de présence fort. Au final, ce qui ressort de tout ça, c'est que la mécanique, le matériel, c'est presque secondaire. Complètement. L'essentiel, c'est l'humain. C'est les rires, les négociations, La mauvaise foi partagée, surtout. Et c'est ce qui nous a mené à notre conclusion. celle que le jeu, c'est la vie en mieux. C'est ça. Parce qu'il y a des règles claires, et puis quand on perd, on peut tout ranger dans la boîte et recommencer. C'est une belle façon de résumer. Et ça laisse une question en suspens, je trouve. Laquelle? Si le jeu nous permet d'expérimenter des versions de nous-mêmes en toute sécurité, qu'est-ce que notre personnage de joueur préféré révèle sur la personne qu'on n'ose pas être dans la vraie vie?